un jour pas comme les autres. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, on peut se demander si dans cette succession des jours, il y a réellement la même chose qui se produit, qui se reproduit, ou peut-être il y a toujours des différences, fussent-elles de l'ordre du subtil, très subtil, presque invisible. On peut dire que il y a obligatoirement un mouvement, peut-être un mouvement lent, de basculement, de glissement vers quelque chose, non pas vers un but, mais vers une transformation, un devenir, on l'imagine, un devenir malheureux pour l'être que nous sommes et pour ceux qui nous importent. Mais c'est comme ça. On a appris finalement à accepter la chose, à, à la trouver comme presque naturelle. Ça fait partie de l'ordre des choses. On naît, on meurt, on grandit, puis on commence à décliner. Enfin, on pousse, on croît, et puis on commence à décliner. D'ailleurs, on peut dire que c'est connaître le déclin, c'est déjà un peu pouvoir expérimenter un peu tout ce qu'il y a à expérimenter. Car il y a d'autres gens qui, eux, n'atteignent jamais à cette phase du déclin, qui meurent, en plein possession de leurs moyens, comme on dit. Donc, ce préambule n'a pas spécialement de rapport, en tout cas comme ça, évident avec ce que je voudrais dire. C'est parler de l'efficience. Il y a un moment où on est un peu confronté à des choses un peu qui recommencent, à des recommencements inutiles. Ce sont les mêmes erreurs que l'on reproduit, ce sont les mêmes, comment dire, les mêmes schémas. Et dans ces mêmes schémas mentaux, ce n'est même pas un comportement, c'est carrément ce qui est finalement à l'origine du comportement, ce qui fait que le comportement s'oriente dans une direction ou une autre. Un schéma mental. On pourrait dire que peut-être nous sommes pour la vie un peu comme maintenus dans un schéma et on ne peut pas passer d'un schéma à un autre. Et surtout pas pour le plaisir de changer, et surtout pas comme ça facilement et sans efforts. Donc un schéma mental qui nous empêche de nous réaliser comme un peu cette phraséologie de la transformation heureuse, de la transformation vers peut-être la lumière, mais vers le néant aussi. Si le néant, on peut peut-être quelquefois penser que le néant peut ressembler à une lumière. Certaines personnes, c'est quelque part le fait de rejoindre un peu le néant, mais en même temps un peu l'infini, voilà, devenir une sorte, je sais pas quoi. Donc finalement, cette efficience et cette incapacité à l'atteindre, quelquefois nous en approchons, nous produisons un comportement, des réactions, des actions qui nous contentent. Ben si, voilà, j'ai agi pour le mieux et j'ai pas grand-chose à me reprocher. Mais souvent, on a des reproches. On a des reproches parce qu'on est dans cette reproduction, cette maudite et cette malheureuse reproduction. On ne sait pas comment rompre. Alors ce chemin, évidemment, ce constat ou ce constat d'impuissance a été évidemment mis en valeur par beaucoup de gens dans des contextes culturels et historiques très variés. Comment s'en sortir malgré la limitation
dans l'entrevoiement, dans la perception, et dans la compréhension, dans le renouvellement. Comment se renouveler de manière renaître, de manière à être mieux doté, voilà, de capacités nécessaires à la réussite, à l'efficience. Donc, comme on dit souvent, l'efficience, c'est souvent pour faire passer un message. Alors, l'efficience voudrait que le message ne comporte pas d'éléments surnuméraires, d'éléments inutiles. Oui, d'accord, c'est le message doit être concentré sur l'essentiel qui compte, et non pas comme dirait quelque chose qui serait de l'ordre du quand on veut trop bien faire. Donc un message très un peu ramassé, un peu comment dire, et souvent dans la communication, on produit plein de déchets, entre guillemets. Il n'y a pas de déchets de façon dans l'absolu, mais on peut considérer que certaines choses sont inutiles, comme des sortes de verrues, voilà, qu'on pourrait avoir sur soi et qui n'ajoutent rien. Quoique il y a une verrue, un grain de beauté, voilà, une verrue qui est considérée comme une chose intéressante, voilà, qui rajoute au charme de certaines personnes. Donc on peut considérer que certaines choses inutiles n'en sont pas réellement. Ça, tout dépend où elles sont, et comment elles s'articulent avec l'ensemble. Donc il n'y a pas réellement, en réalité, il n'y a pas de message qui serait un peu trop, qui serait un peu trop ample, trop développé, trop. Tout est signifiant, mais on veut l'efficacité, on veut un résultat vraiment très, comment dire, comme un résultat qui nous convient. Et pas, on veut pas plein de résultats, on veut un résultat. On veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un, obtenir quelque chose de quelqu'un et parvenir finalement à faire réagir l'autre de la meilleure manière possible, la manière qui nous arrange. Donc l'efficience. Alors, considérez un peu l'être comme une sorte, un peu, c'est ça le problème. Ramener l'être vers une sorte de physicalité robotique. Les lois de la robotique, qui sont évidemment une invention, mais que ce sont des lois inventées pour permettre en sorte de maintenir un peu, de pas créer de compétition entre l'humain et le robot. Voilà, donc le robot ne doit pas attenter à la vie d'un être humain, c'est une loi parmi les trois, une des trois lois, mais on peut, évidemment, ces lois ne sont pas là pour défendre ou pour le robot, ils sont plutôt pour ils maintiennent un peu dans une sorte de statut inférieur. Un robot ne peut pas se défendre contre un être humain, même en cas de légitime défense, etc. Donc finalement, un robot, il y a ces lois, mais voilà, elles sont plutôt réservées à des situations particulières. Mais on peut dire qu'on construit, comme le code, on construit un robot selon des schémas, selon des codes, selon des algorithmes. Et donc, finalement, il ne peut pas s'émanciper de cela. Quoique, nous aussi, on serait un peu dans cette conformation aussi, nous suivons un code, l'instinct de survie, qui nous impose une forme ou une autre de compétitivité, qui nous impose un peu de toujours
faire attention, vigilance, la recherche des alliances, etc., etc. Donc, réduire l'être un peu comme aussi dans ces démarches un peu spiritualistes qui voudraient transformer l'être humain, réduire l'être humain à une de ses expressions. Finalement, en finir avec les contradictions, en finir avec les débordements émotionnels, réactionnels et autres, faire de l'être humain une sorte de sous-être humain. L'être humain, il est dans, justement, dans le trop plein de ceci ou de cela. Il ne peut pas être autre chose. Donc on va essayer justement cette chose qui peut nous desservir, dont on ne peut pas s'émanciper, on va en faire peut-être, on va en faire un allié ou une alliée, on va en faire une sorte de, voilà, quelqu'un qui a trop d'émotions, qui est trop réactionnel. Ben, il pourrait se mettre à faire de la poésie, il pourrait se mettre à, finalement, à comment dire, il pourra acquérir les moyens de faire, de communiquer ses émotions, voilà, un très grand nombre. Et donc, ça peut finalement lui être profitable. Il est fou, il est incohérent, il est irrationnel, mais de cette irrationalité va naître quelque chose. Alors on pourrait penser à Artaud, on pourrait penser à d'autres, comme évidemment d'autres, il y en a un certain nombre obligatoirement. Donc savoir que toute idée et toute finalement aspiration à la perfection n'est qu'une inspiration vaine, et qu'il n'y a pas de perfection possible, que l'on ne pourra pas atteindre à la maîtrise absolue. Donc on sera toujours dans la maîtrise. Alors contrôler pour gérer au mieux, pour essayer d'atténuer les résultats désagréables, le côté désagréable. Comme quand on fait une sorte, quand on va vers un inconnu ou une inconnue, et quand on lui parle, évidemment, il y a toujours le risque que l'on soit dans la non-réponse, que l'on soit rejeté. Mais il y a énormément de choses, il y a cette sensation de jouer peut-être avec le possible ou l'impossible. Je parle à un inconnu, cet inconnu peut ne pas me parler, peut ne pas me répondre. Cet inconnu, par contre, s'il me répond, je vais entendre une voix que je ne connais pas. Peut-être je vais accéder à une histoire, évidemment, qui n'a rien à voir avec la mienne. Peut-être cet inconnu, potentiellement, il est très intéressant. Potentiellement, il a des choses à me raconter. Je vais vers un inconnu, c'est un exemple. Comme évidemment, on peut en trouver plein. Un exemple d'une chose que l'on fait alors que rationnellement, on n'a pas à la faire. C'est vrai que certains réservent ce type de performance ou de ce type d'exception, comportement exceptionnel à l'autre sexe, finalement au sexe opposé. Mais pourquoi ne pas, évidemment, généraliser cela et parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Je me rappelle, j'ai été dans une clinique en attendant, je sais pas quoi, et puis finalement je parle à une petite fille, je parle, et le père nous a accompagnés dans l'échange, aucun problème. Seulement, à un moment donné, moi j'allais entamer quelque chose, et donc j'ai dit le Père Noël n'existe pas. Donc finalement j'ai été obligé de laisser ça en plan.
Donc le Père Noël n'existe pas. Finalement, j'ai été appelé, donc je ne pouvais pas expliquer en quoi il n'existe pas ou en quoi, puisque finalement on dit une chose n'existe pas, mais finalement pour un peu de temps après dire qu'elle existe. C'est pas la négation, c'est juste comme une sorte de comment dire, une possibilité que l'on fait tenir un moment, puis après on se débarrasse, dont on s'en lasse. Le Père Noël existe, n'existe pas, c'est pas le problème. Et puis, d'ailleurs, il existe et il n'existe pas. Il peut être dans les deux dimensions. Voilà. Et alors, la chose est que finalement, j'ai fait de ce moment, malgré le court, le court temps qui m'était offert, j'ai fait un moment. Ça veut dire que j'ai obtenu quelque chose que j'aurais jamais pu obtenir. Mais finalement, peut-être que je laissais une impression à ces gens en disant cette énormité. Peut-être que j'ai violenté la petite fille, peut-être que non. Je comptais d'ailleurs parce que une petite fille, c'est tout sauf un être que l'on peut comme ça traumatiser par une négation, par une fait comme ça en disant ah justement non. Peut-être que les enfants finalement font semblant de croire. C'est ça, sur ça que je comptais. Font semblant de croire aux légendes, au Père Noël, etc., etc. Donc finalement, on peut faire des petites choses comme ça. Ça fait partie des petits risques que l'on prend, etc. Donc, on va contre le côté rationnel. Le côté rationnel voudrait que l'on s'assoie à côté de quelqu'un et qu'on ne dise rien. Voilà. Dans cette collectivité, les gens ne communiquent pas pendant qu'ils attendent un soignant ou un autre. Ils sont là en attente. Ils viennent pas pour communiquer, ils viennent pour voilà. Donc l'efficience voudrait que l'on se comportasse comme des sortes de comment dire, comme si on était programmé. On se mettrait le matin ou la veille, on se programmerait, comme on programme son réveil, on se programmerait pour une chose. On va dire, voilà l'essentiel, et voilà ce qui part essentiel. Si je vois, donc je vais essayer de réaliser l'essentiel et le souhaitable. Mais si le non souhaitable se présente ou se présentait, je ne dois lui accorder aucune attention. Donc c'est comme si je limitais ma vision. Je vois une chose, mais en fait je ne la vois pas, parce que j'ai décidé d'exercer une sorte de discernement, mais mécanique, programmé, une sorte de sélection, voilà, voire de discrimination. Donc quelqu'un viendrait me parler, il fait pas partie de ce que j'avais programmé. Donc pour moi, il n'existe pas. Comme on pourrait programmer une machine et une machine lui dire finalement de ne pas voir, d'être de l'aveugler, de la rendre aveugle par rapport à une image. Comme on pourrait dans le programme faire ça intentionnellement, faire en sorte qu'une machine ne puisse jamais prendre conscience d'un aspect de la réalité, ou une machine qui ne pourrait jamais avoir accès à un mot ou à un concept. Voilà, on pourrait décider cela arbitrairement, enfin comme ça, au bon vouloir, et puis la machine, elle pourrait vivre malgré tout, parce que évidemment, on peut vivre sans utiliser, sans avoir trop de concepts ni trop de mots. D'ailleurs, si nous avons besoin d'un mot que nous l'avons pas, on va utiliser le mot qui en est qui lui soit un petit peu quand même qui en soit un peu proche. Donc c'est pas donc on vit pas les concepts sont importants, mais ils ne sont pas vitaux. Voilà, on peut vivre sans jamais avoir recours à certains concepts, à certaines façons
de considérer le monde, voilà. Il y a des dimensions, il y a des façons d'avoir rapport au monde et certaines personnes n'y ont jamais recours. C'est pas dans leur ère culturelle, c'est pas dans leurs besoins. Voilà. Quoique, évidemment, on parle à la place des gens, mais les gens, évidemment, dans leur tête, sûrement qu'ils envisagent beaucoup de choses, ils sont beaucoup plus, j'allais dire, en capacité que ce qui nous parvient. Il y a dans la tête des gens peut-être des dialogues qui sont toujours intérieurs sur la réalité, sur la véracité des choses. Quelqu'un peut-être, comment dire, en train de faire une chose, puis dans sa tête, il est en train de douter de la légitimité ou de la, comment dire, de la nécessité de la faire. Et c'est ça l'être humain. Il gère deux univers qui ne communiquent pas obligatoirement, en tout cas, un univers qui reste très difficile d'accès et un univers qui est offert finalement à tout le monde. Voilà, vous pouvez venir voir, vous me voyez de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ah, ça c'est pas possible. Je vous permets pas d'ailleurs d'entrer dans mon intimité, j'allais dire dans mon intimité la plus intime, la plus profonde. Vous frôlez, vous êtes toujours sur les marges. C'est comme voilà, vous voyez peut-être le fond du puits, mais vous n'allez jamais toucher ou descendre au fond du puits. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas d'échelle, vous n'avez pas de corde, donc vous allez passer votre vie finalement à toujours rester sur le bord ou les bords du puits, voilà. Et vous regardez si vous pouvez peut-être jeter une pierre pour voir à quel est finalement si le puits est très profond ou pas. Vous pouvez voir peut-être de l'eau miroiter, mais il y a ça, on peut un peu approcher de l'intime profond, mais on reste toujours parce que il n'y a pas de communication possible entre. Et finalement, voilà, donc l'efficience, revenons sur l'efficience. Il y a énormément de modus operandi. Comment faire les modes d'emploi de la vie? Comment faire dans un contexte ou dans un autre? Dans un type de contexte, d'abord, il faut savoir bien analyser. Analyser, un mot vraiment qui peut être intéressant ou qui peut être un mot trompeur. Donc, analyser l'environnement dans lequel on est. Comme je me rappelle cette histoire qui était dite comme ça, en plein milieu urbain, il y a des moyens finalement de remplacer la nature au lieu de s'accrocher à un arbre ou de suspendre un arbre pour faire quelques tractions. On va utiliser le mobilier urbain. Donc ça devient voilà. Donc il faut se rendre compte que c'est un mobilier que l'on peut utiliser voilà pour faire du bien à son corps, voilà, pour faire des extensions, pour réaliser des tas de choses, d'exercices physiques. Donc voilà, donc observer l'environnement, voir ce qu'il a en potentiel. Ici, c'est un lieu de, comment, j'ai oublié le terme, c'est un lieu de, non pas un lieu d'évasion, mais un lieu de, donc ce lieu, on va voir comment il est, quelle est finalement sa topographie, etc. Et on va faire en sorte de faire la conquête de ce lieu. La conquête qui peut être lente, comme elle peut être assez rapide, la conquête des lieux, voir par qui il est fréquenté, à quel moment il est fréquenté, à quel moment il convient finalement à ce que je peux avoir comme projet. Voilà. Donc
faire en sorte, quand on arrive par exemple dans un rassemblement, voir, dans une réunion, par rassemblement, voir un peu comment on peut rapidement sélectionner les gens importants, les gens qui comptent dans une réunion, dans une foule, les gens importants, dont on doit se rapprocher ou qu'on doit finalement essayer avec lesquels on doit soit devenir amis, proches, alliés, soit entrer en rivalité, en compétition. Donc, mais pas se tromper sur les gens qui comptent, les gens moteurs, les gens dynamisants, les gens pivots, les gens, comment dire, voilà, les gens, voilà, revenir sur les gens moteurs. Donc, au lieu de se perdre un peu sur, j'allais dire, les lieutenants, sur les gens qui sont de troisième, voire de quatrième ordre, là, non, c'est le premier ordre. Et le premier ordre, comment y accéder? Est-ce qu'il faut, comme quand on fait un choix, si on se met au premier rang, dans certaines circonstances, c'est pas bon, premier rang. Mais le premier rang permet, évidemment, il vous met un peu trop en évidence face à celui qui est sur l'estrade, etc. Mais il vous permet d'avoir plus facilement, peut-être, d'avoir un contact visuel, finalement, d'avoir quelque part être devant, plutôt que d'essayer de se cacher, de se mettre en arrière, un peu comme si on voulait ne pas être visible ou trop visible. Donc, alors évidemment, on peut rapporter cet exemple dans les choix philosophiques, les choix politiques, les choix, toutes sortes de choix. Quelle est la chose qui me permet, j'allais dire, de mieux me réaliser, de me préserver, qui me permet d'atteindre peut-être une meilleure productivité intellectuelle, etc. Alors je prends les concepts qui vont me permettre d'arriver à être dans la productivité la plus intéressante, pour moi en tout cas, hyper productive, une sorte de stakhanofisme intellectuel dans le domaine des idées, par exemple. Et simplement, comment, dans cette idée que finalement vouloir tout maîtriser, ce n'est pas possible. Donc on va plutôt se concentrer sur des choses très précises que l'on va sélectionner, que l'on va un peu privilégier. Voilà, ce chemin de vie, il faut trouver son chemin de vie. Après on peut dire, tiens, je choisis, je vais d'abord expérimenter 3 ou 4 ou 5 chemins, alors qu'en fait il y a des milliers, et après je vais, en fonction de ce que cela va produire, je vais finalement choisir un chemin. Après, évidemment, on peut toujours un peu regretter son choix, mais il faut à un moment donné s'engager. On ne peut pas rester en dehors, ne pas entamer sa traversée de la vie. Donc, cheminer, comment on peut finalement être sûr de quelque chose qu'on n'a pas encore vu? D'accord, un chemin on l'entame, mais si c'est le chemin que l'on va garder, à ce moment-là, il est possible qu'il nous réserve quelque chose qui pourrait nous nuire. Donc, il faudrait envoyer quoi? Un drone pour essayer de repérer le chemin. Comment peut-on? Donc, il y a quand même une sorte de prise de risque. Il n'y a rien, il n'y a pas de choix sans prise de risque. Donc, on va dire, je choisis ce chemin parce que il me semble instinctivement, peut-être, sans faire appel à la rationalité, il me semble qu'il me corresponde.
J'aime les chemins ombragés, j'aime les chemins plutôt très larges, j'aime le chemin qui me permet de voir au devant, si voilà, de bien voir ce qu'il y a devant moi. J'aime les chemins qui sont un peu rectilignes, comme je peux aimer les chemins qui sont un peu sinueux. Je peux aimer selon finalement mon inclination ou mes inclinations. Après, donc l'efficience est un concept difficile à manier parce qu'il est toujours le problème que l'on rencontre, c'est le changement qui n'a pas été anticipé. Il y a des changements que l'on ne pourra jamais anticiper. Vous faites l'expérience de la rupture, mais vous dites, ça y est, je suis presque immunisé parce que j'ai les anticorps, mais non. Vous avez fait l'expérience d'une certaine forme de rupture. Vous avez des anticorps pour faire face à une pathologie précise, à une attaque précise, à une situation de péril précise. Mais la fois d'après, vous allez peut-être vous retrouver à devoir gérer une rupture qui est totalement différente de la précédente. Donc vous avez une mort dans votre entourage et cette mort, finalement, c'est vrai que ça vous apprend un peu, hein, je contredis un peu ce que je viens de dire, une mort, ça vous donne cette capacité d'encaisser. Vous encaissez peut-être plus facilement. Comme quelqu'un qui vient, par exemple, pour la première fois, j'imagine, ça arrive à des gens, les flics débarquent au petit matin, c'est peut-être pour des raisons politiques ou autres, imaginons dans un régime policier, les flics débarquent parce que, voilà, vous êtes accusé d'activité anti... et donc, la première fois, vous allez totalement... vous allez vous sentir vraiment impuissant, incapable d'agir pour vous défendre, etc. Vous êtes pris par surprise et évidemment, cela est fait en sorte, cela est voulu, est intentionnel. Comme ça, finalement, on peut vous impressionner. Vous allez être super impressionné. Mais la fois d'après, ça ne prendra pas. La fois d'après, vous avez déjà vécu ce traumatisme. Et donc, le traumatisme, ça va être atténué. Donc, la mort, finalement, c'est la première fois que c'est difficile. Et donc, parce que quelquefois, elle n'obéit à aucune rationalité. C'est pas la personne la plus âgée qui a été emportée. C'est la personne plus jeune que vous. Et là, il y a comme une sorte d'impossible injustice absolue, mais d'accord, mais plus que ça. À la rigueur, on va dire, j'aurais aimé que c'est moi qui meure, que ce soit moi à qui cela arrive, plutôt que je préfère ne pas connaître ce moment. Mais j'étais obligé d'y faire face. Impossible de le prévoir d'aucune manière. Mais après, vous avez un début d'habituation, un début de réflexe. Et le téléphone qui vous a annoncé la nouvelle, finalement, si jamais il se met à sonner pour vous annoncer une nouvelle un peu de même ordre, ça a été dur, ça a été très dur la première fois. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut être prêt à tout. On commence à dire des choses comme ça, un peu, on est dans une forme de résignation, voilà, quelque part. Donc l'efficience, on veut se transformer en une sorte de machine intelligente, hyper performante, en capacité de tout comprendre, de tout saisir,
d'ailleurs, c'est quoi une société humaine, c'est beaucoup d'instincts, c'est quelques caractères, j'allais dire, très très spécifiques à une organisation socio-culturelle, politico-économique. Et après, il y a des invariants. Alors on tient compte des invariants, puis après on passe aux variants. Mais en conclusion, finalement, au final, tout cela se réduit à quelques éléments. Ces éléments, on va en tenir compte. Quelque part, on peut arriver dans quelque chose. On peut vouloir participer à une chose, mais il y a une sorte de test. On regarde un peu on essaie de voir. Si par exemple, imaginons que l'on soit intéressé par une sorte de fraternité particulière. Ah, évidemment, souvent dans les organisations un peu fermées, type maçonnique, etc., il y a peut-être un moment, j'allais dire, d'examen, une période d'avant l'adoubement, d'avant l'acceptation. Donc on peut trouver ça dans des organisations politiques et des organisations extra-politiques. Mais en fait, finalement, on prend toujours à cette chose-là, finalement, comme si c'était dirigé contre nous. Alors qu'en fait, moi, j'examine celui qui m'examine. Moi aussi, j'essaie de voir si ce milieu me correspond ou pas. Et donc, comment arriver quelque part dans une loge maçonnique? Et finalement, bien sûr, en ayant déjà fait des enquêtes, lire un peu l'histoire, la spécificité de la loge, quelle est finalement son orientation politique, philosophique, quels sont les membres, si on peut en avoir la liste, si elle compte des membres influents ou pas, si voilà, s'il y a des critiques, s'il y a des gens qui étaient dans la loge et finalement qui s'en sont sortis, s'ils ont dit des choses. Alors on essaie d'avoir une idée, se faire une idée sur voilà dans quoi on pourrait s'engager. Donc on n'arrive pas comme ça, on ne fait pas confiance parce que c'est la base. La confiance entre les gens, c'est tout. Après, la confiance, ça se mérite, machin et tout. Non, on n'est pas confiant comme ça naturellement. D'abord, on étudie avec une certaine, on approche la chose avec une certaine réserve. Voilà, la réserve, la prudence. Donc, l'efficience. Alors, ça se perd un peu dans ces... que même pour parler de façon très claire, on n'est pas dans le concret, on est juste dans la parole. Et malgré tout, la parole se retrouve un peu empêchée d'être dans l'efficience. Il y a toujours des excroissances, comme ça, des choses qui naissent, un peu comme des bulles qui apparaissent de nulle part. Et vous êtes un peu... vous bullez. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas toujours très intéressant. Ça peut être décevant, ça peut être contrariant pour des gens qui pourraient être en train d'écouter. Qu'est-ce que c'est que ce foisonnement un peu anarchique, cette parole qui ne peut pas se focaliser, qui ne peut pas se concentrer. C'est comme ça. Alors c'est parce que fondamentalement les choses ne sont pas claires. S'ils étaient clairs, comme si quelque part quand on veut se définir, si on demande à quelqu'un aussi, cela nous est demandé, de nous définir en quelques mots, qualité, etc. Ce n'est pas possible. On n'a pas qu'une qualité ou deux ou trois qualités, on est multi-qualité. Et se définir, c'est impossible, puisque ça dépend du moment. Ça dépend du moment émotionnel, ça dépend du moment relationnel, ça dépend de l'environnement et du contexte.
Donc je vais me définir en fonction de l'inspiration du moment. Mais en fait, moi, dans cette définition, j'y suis pas totalement. C'est moi à 5%, à 2, quelque chose, mais pas du tout à 80, encore moins à 100%. Ce n'est pas moi. C'est une formule, c'est une formulation, c'est une approximation. Voilà, toujours dans... Et cette idée que là, on est toujours dans l'approximation. Il n'y a pas, comment dire, ce n'est pas qu'on rajoute une chose à une chose et avec l'expérience, on sait ce que cela va donner. C'est une chose totalement, j'allais dire, par empirisme, on sait, on peut dire le résultat que ça va donner. Donc, une couleur primaire, avec une couleur primaire, ça va donner naissance à une couleur, je sais pas comment on dit, secondaire, ou j'ai oublié le terme exact, on sait. Donc, est-ce que je mets par exemple plus d'une couleur primaire et moins d'une autre, est-ce que la couleur qui va en résulter, est-ce qu'elle va pas plutôt pencher du côté d'une couleur, est-ce qu'il ne va pas y avoir plus, par exemple, de jaune et de vert dans le bleu, je ne sais pas si c'est le bleu est issu du vert et du jaune, je ne sais plus. En tout cas, alors dans cette idée que l'on, j'ai perdu la concentration. Donc tout est affaire un peu de l'approximation. Donc l'approximation, c'est dans cet effort d'approximation, quelquefois on est près presque de quelque chose de très fort, mais on n'a pas moyen de le savoir. On était près d'une vérité essentielle. Voilà, du genre qui crée une sorte d'avant et après, qui crée une rupture. Mais on ne s'est pas totalement approché, on s'est pas totalement engagé. J'ai mis que la moitié de moi-même, de mon corps, ou je sais pas quoi, dans cette affaire-là, mais finalement, j'ai pas plongé dedans. Donc voilà, j'ai été proche, j'étais pas loin, mais je ne saurais même pas que j'étais si proche. Donc c'est ça. Donc finalement, l'efficience, ça peut être comme un peu comme un absolu qu'on va garder comme ça un peu en tête. C'est mon point de référence, c'est quelque part mon point d'orientation. Certains s'orientent vers l'est, vers l'ouest. Moi, je m'oriente vers l'efficience comme absolue, comme un peu comme une sorte de divinité ultime, un peu un horizon ultime, l'efficience. Donc, on peut pas être dans l'efficience la plus parfaite, mais on peut être dans une forme, quelque part on pourrait dire, tiens, j'ai, comme certains en 6 doigts, je sais pas comment on les appelle, mais finalement une sorte d'anomalie. Finalement un doigt qui ne sert à rien, mais qui est gardé. On comprend pas pourquoi ils le gardent. Certains, j'imagine qu'ils se le font enlever, mais certains le gardent. Un doigt qui ne sert à rien. On peut se rendre compte que finalement on a des sens ou on a des organes qui ne nous servent pas. J'ai une faculté qui finalement qui ne me sert pas. Dans l'ensemble, elle est comme surnuméraire, comme en trop. Donc j'ai une faculté d'être dans l'emphase. Et cette emphase, s'il le faut, je vais même m'en débarrasser. Prenez mon emphase, voilà. Je suis dans une forme d'éparpillement ou de fragmentation. J'arrive pas à me rassembler. Et donc l'efficience, c'est d'être, peut-être, de reconnaître à un moment donné, commencer par des micro-réalisations, des micro-efficiences.
et finalement pour finalement étendre cette pratique ou cette petit à petit y aller. Et comme quelqu'un qui veut arriver à un sanctuaire qui doit marcher, ou plutôt, comme on dit dans certains contextes, plutôt ne pas marcher, ça serait facile, mais plutôt avancer à genoux, se traîner bon, sur des centaines de kilomètres, et certains arrivent finalement à Fatima ou autre sanctuaire, autre lieu chargé de beaucoup de choses. Donc, on peut dire l'efficience, c'est notre Fatima à nous, notre quelque chose. Alors, on va arriver, il va falloir marcher en se traînant et souffrir, mais finalement, la récompense, elle sera au bout de ce chemin de sacrifice et d'épreuve. Voilà, donc l'efficience devient une forme d'épreuve que l'on s'impose à soi. Mais quand on est comme on est, aussi contradictoire, aussi erratique, comment faire pour... je suis mon propre persécuteur, je suis mon propre, comment appeler ça, tourmenteur, je suis mon propre diable, je suis plus mon propre... J'ai introduit, moi-même, je fabrique les éléments de mon éparpillement, de ma déconcentration, et mon objectif, je ne pourrai jamais l'atteindre. Tant que c'est moi qui participe de façon comme ça, aussi appuyée, aussi forte à ça. Donc, il faudrait que je deviens un autre, quelque part. Voilà. Et c'est pas évident. Donc, voilà, l'efficience. Pourquoi l'efficience? Pourquoi ça paraît comme ça? Parce qu'on est dans un monde qui nous pose problème, qui nous inquiète, qui nous interpelle de plein de manières. On peut se retrouver soit rassuré, d'accord, mais on peut souvent se retrouver en opposition parce que une orientation aura été prise, une politique aura été suivie. Imaginons que l'on soit un peu allergique à la surveillance, à la société de surveillance, qu'on soit allergique à la société d'ordre, que quelque part que l'on soit pas tout à fait d'accord sur les dogmes d'une époque, sur les sacrés d'une époque, que l'on trouve pas finalement sa place dans une société, que l'on n'arrive pas à s'intégrer, que l'on n'arrive pas à faire partie, à être un être productif, alors qu'on peut être poussé finalement à la retirance, à l'auto-exclusion, parce qu'on trouve pas notre chemin. Je reviens sur notre chemin, c'est compliqué, et puis on se retrouve évidemment avec énormément de stimulation, de sollicitation. Aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi proche. Le monde, dans son énormité, dans sa multiplicité, et voilà. Donc, je suis là en train de communier, en train d'avoir
comment dire, de, comment dire, de la tendresse pour quelqu'un que je ne vais jamais connaître. Finalement aussi que mes émotions s'expriment sur un plan totalement, j'allais dire, hypothétique, presque insubstantiel. Voici que je communique avec des images, avec des virtualités, avec des... Je suis plus dans le réel, je suis dans le fantomatique, je suis pas dans la proximité, je suis dans une sorte de distance à plusieurs niveaux. Je suis dans le monde, mais en même temps, le monde est loin de moi. Il y a un fossé aussi large que, je sais pas, que l'Atlantique, etc. Vraiment, plus ça va, plus je sens que je suis aïe, de nouveau cette allez, 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 parle. Donc, problème technique, blocage. Donc, plus je suis donc, dans la proximité, et plus je suis dans la distance. Donc, mais c'est comme ça. On est dans la distance à plusieurs, la distance avec son corps, la j'allais dire, socio-économique, relationnel, il y a aussi l'efficience dans les prolongements et les dimensions de l'être. Je suis dans les relations que l'être établit avec des réalités, j'allais dire, autres que la réalité matérielle, avec le sens, avec la vie après la mort, avec la vérité, avec avec vraiment l'inscription dans le monde du vivant, etc., etc. Donc des choses qui sont très importantes. Comment être efficient? Comment quand on sent qu'on n'est pas tout à fait en phase avec les gens qui commencent à diviniser la terre, la biodiversité, qui voient cela comme une forme qui est un rapport qui sacralise des choses qui n'ont pas à être sacralisées. La terre n'est pas une chose fixe que l'on peut protéger. À la rigueur, quand on prend un vestige archéologique, comme on dit, et que finalement on l'extrait de son milieu, évidemment il faut faire des tas d'opérations pour essayer on sort d'un milieu liquide pour l'exposer dans un milieu aérien, il faut lui permettre de résister dans son nouveau milieu. Et après, il faut aussi veiller sur lui, le protéger en l'isolant un peu de l'extérieur, voilà, sous un vitrage double ou triple ou quadruple vitrage. En tout cas, il faut protéger selon selon la valeur que l'on accorde à cet objet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est précieuse parce qu'elle ne peut pas être reproduite et parce que c'est un témoin venu du passé lointain, proche ou lointain. Après, la Terre, elle est toujours en transformation.
les éléments de changement sont des éléments qui sont inscrits à l'intérieur même de la matière. Il y a des permanences, mais en même temps, comme souvent avec les permanences, il y a des phénomènes d'érosion, des phénomènes d'atteinte à cette permanence. Donc, la permanence n'est qu'une phase, n'est qu'une situation parmi d'autres. Et donc, les extinctions massives, si l'on doit les déplorer, ont laissé place. C'est parce qu'il y a eu des extinctions auparavant que nous avons pu prendre possession de la Terre, donc d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu voir les choses avec une certaine largeur, et donc voir que en 1000 ans, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, il peut y avoir des changements très radicaux, je sais pas, dont on ne sera pas responsable. Il peut y avoir ce qu'on peut appeler, mais de façon un peu simplifiée, catastrophe. Et encore une extinction massive due à un phénomène volcanique ou cosmique ou autre. Donc, obligatoirement, les extinctions massives vont reprendre et c'est comme ça, ou alors pas. Il n'y a pas de loi comme ça à répétition, mais on peut envisager. L'hypothèse reste ouverte. Après, c'est d'imaginer que l'on peut un peu comme protéger la Terre contre elle-même. Alors on va se mettre à protéger, et puis après on va mettre ce cloche, puis on va faire quoi? Donc l'idée qu'il y a quelque chose à protéger, et que nous serions, nous, en capacité de protéger. Est-ce que quelqu'un va se mettre à protéger un arbre dans la nature? Évidemment, on protège l'arbre qui est devant sa maison. Voilà, on l'habille pour l'hiver, mais un arbre dans la nature, on ne pense pas finalement à son confort, qui se débrouille. Donc, on ne peut pas protéger, sauf dans des cas très particuliers. Donc, bien sûr, quand nous sommes un acteur de cette transformation, on pourrait peut-être se mettre à exagérer notre rôle, et peut-être que notre rôle n'est pas aussi important qu'on voudrait le croire, n'est pas aussi décisif, et peut-être ce qui participe à la transformation, ce sont peut-être des êtres microscopiques. Alors c'est ça, c'est d'imaginer l'efficience, c'est oui, d'aller un peu dans le sens de la mode du moment, et de dire voilà, l'environnement est menacé, l'être humain est en danger, l'être humain fait courir un risque mortel pour la biodiversité, l'être humain est finalement un être mauvais par essence, parce qu'il est destructeur, parce qu'il porte en lui les germes de la mort, il est un être néfaste, est un être mauvais, rien d'autre. Donc l'être humain, il pourrait pousser un peu, dire, pour être bien accepté dans certains milieux, je suis pour la stérilisation de tous les êtres humains. Ouais, stérilisons tout le monde. Et finalement, cette race humaine, ou cette espèce, la nature serait beaucoup mieux sans elle. Voilà. Donc, nous, on fait qu'infliger traumatisme et blessures à la terre, et on fait que détruire. On crée pas. On n'est pas des êtres créateurs en quoi que ce soit. Donc on pourrait dire tiens l'efficience et finalement le côté efficace, c'est d'imaginer que c'est d'aller dans le sens du courant. Pourquoi remonter le courant à contresens et se mettre à avoir des positions? Si le localisme est un peu commence à accueillir l'assentiment et commence à être adopté par tout le monde, pourquoi pas? Je deviens localiste. Je dirais même pas que j'ai été localiste avant tout le monde. Je dirais que je suis un localiste, un pur localiste. Moi, je suis pas localiste, même si le localisme devait conduire à une forme de rejet et de séparatisme et de séparation entre les territoires.
Là, c'est le localisme, aujourd'hui, il est récupéré par les réactionnaires les plus confirmés, les plus convaincus. Voilà. Le localisme est une réaction. Et finalement, moi je lui trouve vraiment, je sens qu'il est mauvais. Pour moi, c'est pas une bonne direction. Le localisme, c'est un non-sens économique, social et tout. Bah, ça conforte certains. Voilà, aller dans le sens du courant, c'est d'adopter des positions de ce genre. Et finalement, des positions consensuelles, etc. Donc l'efficience, elle est souvent comme ça mise en échec. L'idée d'être dans l'efficacité est souvent un petit peu mise à mal parce que il y a l'expression de choix, l'expression de ses penchants, de ses préférences et de ses priorisations. J'ai pour priorité ceci ou cela, même si voilà. Donc j'ai pas pour priorité la biodiversité. Je suis plus évidemment c'est lié à quelque chose qui m'apporte, pourquoi pas. Mais la biodiversité, moi, ça me ferait, je saurais pas quoi faire. Déjà avec les chiens, j'ai des problèmes. Alors si je devais me retrouver face à une meute de loups, alors je sais pas. Je suis pas prêt à me laisser déchiqueter par une meute de loups parce que les loups font partie de la biodiversité. Il faut qu'ils vivent eux aussi. Je ne m'offrirai pas en sacrifice au croc des loups. Donc, fussent-ils, je sais pas moi, vraiment sur le point de disparaître. Voilà, quelque part, je suis pas prêt à mourir de cette façon-là. Mais voilà comment on fait un choix qui n'est pas un choix très académique ou très donc je finis, j'arrête, mais j'espère que ça a été enregistré tout cela et que finalement le registre vocal n'a pas été trop mauvais, que le son a été bien enregistré, qu'il n'y a pas trop de qui n'est pas désagréable à suivre. J'espère que vous avez trouvé un intérêt à écouter ce développement et que vous y avez un petit peu trouvé, je sais pas, trouver un intérêt. Voilà, trouver un intérêt à un développement qui est un peu dans une forme qui se présente comme de façon désordonnée, je l'avoue, je sais ça, je peux pas être organisé, très structuré, voilà. Alors, un concept intéressant, la structure, la structuration, voilà, c'est intéressant, se structurer pour finalement pour être fort. Voilà, donc ça peut être intéressant à développer. En tout cas, je tiens à vous, évidemment, à vous féliciter pour l'écoute et pour l'effort que vous avez fourni. Et je dis bienvenue à un nouvel abonné dont j'ignore tout, mais je lui souhaite la bienvenue dans cet espace. Et aux autres, je leur souhaite bon courage pour me suivre et pour m'accompagner dans ce voyage un peu multiforme, un voyage un peu quand même pas facile, avec les mots et avec les opportunités offertes par les mots. Et on est aujourd'hui dans un état et on parle d'une chose, demain on est dans un autre état, on parle d'une autre, et quelquefois on est un peu dans la répétition, on est un peu dans une forme, comment on dit, on est alourdi, les mots ne viennent pas facilement et on est parti dans des développements que l'on peut trouver pas du tout intelligents, ni pertinents, ni rien. Alors, on souhaite toujours être, voilà, le souhait c'est d'être pertinent, d'être là efficient aussi au niveau de la parole, au niveau des propositions, au niveau des explorations. Je vous souhaite bon moment, voilà, et de passer, je sais pas, le restant de votre vie, que j'espère longue,
finalement finalement dans le meilleur état possible, dans la meilleure disposition possible, dans la meilleure efficience possible, si cela est de l'ordre de... Oui, tentons le coup, soyons efficients, rien que pour voir ce que ça peut donner. Cultivons un peu l'art de l'efficience. À bientôt.